On va faire ça. Voilà. Bonjour Karl. Bonjour Christophe. Alors, on se retrouve pour une première rencontre, une première vidéo qui va nous servir de support, un peu de formation, d'apprentissage par rapport au programme Via Familis qui est porté aujourd'hui par nos partenaires africains et asiatiques. Et l'idée, c'est de explorer avec toi différents sujets qui, évidemment, impactent, intéressent les intervenants au sein des maisons des familles en Afrique, en Asie, mais aussi d'ailleurs en France. Donc, le sujet que nous avons retenu aujourd'hui, c'est de réfléchir ensemble à ce qu'est la parentalité, le terme qu'on utilise aujourd'hui très fréquemment, ici ou ailleurs, de soutien à la parentalité. Et c'est intéressant de voir ensemble de quoi il se nourrit, qu'est-ce qui en forme les dimensions de cette parentalité. Donc, ma première question, elle est assez simple en fait. C'est quand on parle de parentalité, de quoi parle-t-on? Je commencerai par noter que c'est un terme qui est quand même assez récent dans l'histoire du travail social, de l'intervention auprès des familles. On a commencé à parler de parentalité à la fin des années 90, début des années 2000, à plusieurs endroits en Europe et en Amérique du Nord, au Canada plus précisément. Lorsque on a commencé à considérer que l'exercice du rôle de parent avait intérêt à être une cible de l'action publique. Donc, le terme parentalité, en fait, fait référence à l'exercice du rôle de mère, du rôle de père. Mais cet exercice, il est placé sous le regard de l'action publique. Donc, la parentalité, c'est que font les parents lorsque on les examine, lorsque on se penche sur ce qu'ils font, avec toutes sortes de critères qui proviennent de différentes organisations de services qui ont le mandat de poser tel type d'action dans la vie des enfants et dans la vie des parents. Donc, parentalité, c'est pas équivalent à l'exercice du rôle de parent. Il y a une forme de recul, de prise de recul ici. On va peu entendre des mères ou des pères dire qu'ils ont besoin de renforcer leur parentalité. C'est pas un terme qui se rapporte à leur quotidien habituellement. Ça se rapporte davantage au quotidien des professionnels qui travaillent avec les parents. Donc, de quoi s'agit-il? Au cours des 2 dernières décennies, il y a des travaux qui ont tenté de définir ce qu'est la parentalité. Et puis, actuellement, il y a un consensus autour du fait de définir ce phénomène à l'aide de 3 composantes. La première composante, c'est la responsabilité. Donc, la parentalité, c'est en premier lieu une façon d'être responsable du bien-être et du développement d'un enfant. Et cette responsabilité, elle est encadrée par des normes, par des lois, mais aussi par des traditions culturelles, familiales, qui viennent baliser l'exercice de ce rôle de façon plus formelle. L'autre composante de la parentalité, c'est ce qu'on appelle la pratique parentale. Et donc ici, dans cette composante, on fait beaucoup plus attention à ce que font les parents lorsqu'ils agissent avec leurs enfants ou lorsqu'ils agissent pour leurs enfants. Donc ici, ce sont les conduites, les comportements, les paroles que les parents vont poser dans la vie de leur enfant qui fait l'objet de cette composante. Donc la qualité, hein, pas juste ce qu'ils font, mais comment ils le font. Et
par conséquent, souvent, lorsqu'on parle de parentalité, c'est souvent à cette composante particulière qu'on fait en premier lieu référence. Dans quelques instants, je vais basculer sur le soutien à la parentalité. Et souvent, lorsqu'on parle de soutenir la parentalité, on parle de soutenir la pratique parentale en premier lieu, dans le sens que je viens de le décrire. La dernière composante, la troisième composante de la parentalité, c'est ce qu'on appelle l'expérience parentale. Donc, c'est l'exercice du rôle de parent qui est vécu subjectivement par la femme, par l'homme, qui se retrouve à avoir ce statut, donc à avoir ses responsabilités parentales, qui se retrouve à devoir traduire ses responsabilités en action, en pratique concrète. Et donc, qu'est-ce que ça me fait vivre, le fait d'être le père ou la mère de cet enfant ou de cet autre enfant? Et donc, dans l'expérience parentale, on retrouve plein de choses, hein. On retrouve évidemment des sentiments, hein, des émotions, mais on retrouve aussi des savoirs, des conceptions, des valeurs, hein. Et on retrouve également des projets, des aspirations, des rêves. Et on retrouve aussi des préoccupations, des problèmes, des difficultés dont on prend conscience. Et on retrouve aussi une conscience des actions que l'on pose dans la vie de son enfant. Donc, l'expérience, c'est la possibilité de mettre en mots, de mettre en parole ce que, comme parent, je vis, ce que je fais, ce que je veux faire, ce que je rêve, ce à quoi je rêve à propos de mon enfant, à propos de moi-même. Donc, l'expérience parentale inclut toutes ces dimensions. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'implication que ces trois dimensions de la parentalité que tu viens de nommer peuvent avoir dans la pratique des intervenants qui accompagnent les parents? Euh, euh, Partant de ces trois dimensions, qui définissent, qui tentent de définir la parentalité. Évidemment, si on veut définir le soutien à la parentalité, c'est intéressant d'utiliser ces trois composantes, ces trois dimensions. Et donc, dans ce sens, le soutien à la parentalité, ben, c'est agir auprès de parents de manière à favoriser le développement de ces trois composantes, mais aussi à favoriser l'équilibre entre ces trois composantes. Et soutenir la parentalité, c'est également de réduire les obstacles qui entravent ou qui alourdissent ces trois composantes dans la vie d'un parent. Et quand je parle d'équilibre, ben, il est très possible, par exemple, de rencontrer une mère qui a un exercice de son rôle très responsable, qui a une pratique parentale tout à fait appropriée, adéquate, mais qui, sur le plan de son expérience, se sent incompétente. Okay. Donc là, ici, on a un exemple de déséquilibre entre ces trois composantes et le soutien à la parentalité dans le cas de cette mère, ça sera de pouvoir l'accompagner dans cette trajectoire où elle se juge elle-même de façon incompétente, malgré le fait que sur le plan objectif, elle réussit à faire beaucoup de choses. Pour un autre parent, soutenir la parentalité, ça sera principalement de porter attention à tous les obstacles auquel ce père, par exemple, peut être confronté dans l'application, l'exercice d'une certaine conduite avec ses enfants. Puis les obstacles, ça peut être des obstacles qui viennent de leur histoire, de son histoire personnelle,
le fait, par exemple, d'avoir été violenté lorsqu'il était jeune, d'avoir été agressé, peut être un obstacle important pour ce père dans la façon dont il va agir face à sa fille ou face à son fils qui agit de façon désobéissante. Et puis donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être introduites dans les actions que l'on veut poser auprès de ce père pour lui permettre de prendre du recul par rapport à cet obstacle en particulier. Donc, quand on pense à soutenir la parentalité, il faut à la fois se rendre compte que chacune de ces composantes peut faire l'objet d'une cible d'intervention privilégiée, particulière, mais que l'équilibre entre les trois composantes doit aussi faire l'objet d'une attention particulière. Si tu avais des conditions à nommer qui permettent d'être attentif à ces déséquilibres ou à ces insuffisances sur chacune des dimensions, ce seraient lesquels? Quels sont les outils qui permettent à un travailleur social, à un intervenant, à un accompagnant de définir ou d'observer ou d'identifier ce qui est en jeu dans la parentalité de telle ou telle personne? Le, il y a deux outils qui sont essentiels. Le premier, tous les intervenants, tous les travailleurs sociaux le connaissent, c'est l'observation. Donc, d'être en mesure de pouvoir attribuer du sens à ce que l'on observe dans la conduite d'un parent. La conduite d'un parent lorsque il est devant moi, la conduite d'un parent lorsqu'il me raconte ce qu'il fait avec ses enfants, la conduite d'un parent lorsque je le vois agir avec l'un de ses enfants. Donc, par exemple, du côté de la composante de la pratique parentale, il y a depuis des décennies une foule de grilles d'observation qui permet de pouvoir établir certains repères sur ce que les parents ont besoin de faire pour répondre aux besoins de leur enfant. Et là-dessus, Christophe, peut-être que j'irais directement sur le fait de répondre à une autre question. La question à laquelle il serait peut-être nécessaire de répondre ici, c'est comment les parents répondent aux besoins de leur enfant. Comment le fait d'être un parent, c'est un élément important dans la réponse aux besoins d'un enfant. Et à ce moment-ci, je partagerai avec toi un schéma que tu as peut-être déjà vu et qui permet de pouvoir cartographier cette dimension que l'on peut appeler la réponse des parents aux besoins d'un enfant. Et vous avez dans le triangle ici, la partie droite, il y a du triangle. Vous avez 6 dimensions qui peuvent être ces dimensions d'observation que j'évoque ici. Donc, qu'est-ce qu'un parent a la possibilité de faire en termes de soins de base à l'égard d'un enfant? Et donc, les soins de base à l'égard d'un bébé de 6 mois ne sont pas les mêmes qu'à l'égard d'un enfant de 6 ans, et non plus les mêmes à l'égard d'un adolescent de 16 ans. Mais il reste que les parents ont un rôle à jouer important dans cette dimension particulière, tout ce qui touche la sécurité, la sécurisation de la vie de l'enfant est également un aspect important. Et ici, les repères en termes observationnels qui découlent de la théorie de l'attachement sont importants pour pouvoir comprendre cette dimension. Les parents aussi répondent aux besoins de leurs enfants en offrant de l'amour et de l'affection, de la chaleur,
la théorie de l'attachement utilise le terme safe haven. Donc, le parent, c'est un endroit où l'enfant vient se rassurer, vient se ressourcer également, donc à travers cet amour, cette affection. Une autre dimension, c'est la stimulation, comment un parent ouvre l'enfant au monde qui l'entoure, comment le parent va permettre de faire en sorte que l'enfant ait envie d'aller un peu plus loin que ce qui lui est familier à ce moment-ci. C'est ce qui fait que les enfants apprennent à marcher, par exemple. C'est pas les parents qui leur apprennent à marcher, c'est les parents qui les invitent, hein, qui les stimulent à faire davantage ce qu'ils sont en train d'apprendre par eux-mêmes. Une autre dimension, c'est l'encadrement, donc le fait d'offrir des limites, de faire en sorte que l'enfant puisse se rendre compte qu'il n'est pas tout puissant dans le monde, mais qu'il n'est pas impuissant non plus. Donc, à l'intérieur d'un cadre, l'enfant va pouvoir apprendre à agir de manière sécurisante, sécurisée. Et à l'intérieur de ce cadre, il va savoir aussi où sont les frontières. Évidemment, il y a des périodes de développement de l'enfant où les enfants vont être très, très énergiques à tester les limites. La période préscolaire et l'adolescence, entre autres, sont deux périodes très actives sur le plan du test ou de la vérification du cadre que les parents peuvent offrir. Et le dernier élément, c'est la stabilité. Et la stabilité ici, ça fait référence à l'expérience du temps. Chez l'enfant, donc chez les tout-petits, la stabilité, c'est évidemment les routines, comment le temps est organisé de manière à faire en sorte que l'enfant puisse avoir une certaine prévisibilité de ce qui va se passer, certaine idée qu'il y a des choses qui vont revenir dans ma vie. Il y a certains enfants qui se retrouvent dans des conditions très instables où cette prévisibilité est tout à fait absente. Donc, pour cet enfant, il peut se passer à peu près n'importe quoi dans les prochaines secondes ou les prochaines minutes de sa vie. Donc, les parents sont là aussi pour pouvoir établir cette stabilité. Cette stabilité, évidemment, elle devient relationnelle lorsque l'enfant grandit. Et puis même lorsqu'il y a des déménagements, il y a des ruptures d'union, il y a des déplacements de l'enfant d'une figure parentale à une autre, à l'intérieur de la famille étendue. Comment est-ce qu'on offre à l'enfant une image du monde qui est tout de même stable, malgré ces modifications dans le quotidien de sa vie. Et ça, ce sont des repères importants là, en termes d'observation. L'autre élément que j'évoquais, je disais qu'il y avait deux éléments importants pour les travailleurs sociaux. L'autre élément, en plus de l'observation, c'est le dialogue avec les parents. Donc, la capacité pour l'intervenant de s'inscrire dans un dialogue avec le parent. Donc, oui, de l'entendre, de l'écouter, mais de lui permettre aussi d'enrichir sa capacité à se raconter lui-même, sa capacité à prendre conscience de certains éléments de sa vie. Et ça, c'est un autre élément important. Je vais arrêter le partage d'écran ici. Voilà. Suite à ces éléments-là que tu partages autour de la réponse des parents aux besoins de ces enfants, là, ces 6 ou 7 dimensions que tu viens de nommer, j'ai une double question. La première, on est dans un contexte pluriculturel, en Afrique, en Asie, en France, au Québec. Est-ce que ce modèle-là
vaut pour, j'ai envie de dire, l'ensemble des enfants et des parents. Et ma deuxième question, c'est quand ces parents sont en incapacité liée à leur contexte ou liée à leurs propres contraintes personnelles, qui peuvent être la maladie mentale ou d'autres pathologies, enfin, etc. Euh, en quoi et comment des intervenants peuvent peuvent suppléer, peuvent venir en soutien, appuyer à la réponse à ces besoins. Ta première question, Christophe, c'est une question de recherche. On n'a pas de réponse définitive à propos de l'universalité de ces réponses aux besoins d'un enfant. Par contre, on a quand même des données empiriques à ce sujet, puis un modèle comme celui que je vous ai présenté, il est actuellement appliqué dans plusieurs pays du monde pour comprendre l'exercice du rôle de parent, comprendre la contribution des parents à la réponse aux besoins de leurs enfants. Et il tient la route, ce modèle. Bon, est-ce que c'est le cas pour l'ensemble des parents sur la planète? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Mais lorsqu'on applique ce cadre, ce modèle, dans un contexte qui est complètement nouveau, il faut être attentif à ce qu'il a la possibilité d'apporter, mais aussi être attentif aux endroits où il ne correspond pas à la conception que l'on a de l'exercice du rôle de parent. Donc, la réponse est probablement pas celle auquel tu t'attends, mais je te dirais oui, c'est un modèle qui est partiellement universel, je dirais, ou qui est sur une trajectoire d'universalité jusqu'à preuve du contraire. Et donc, jusqu'à maintenant, ça tient la route là, dans plein de contextes, incluant le contexte des communautés autochtones ici au Canada. Donc, qui est vraiment sur le plan culturel une distinction importante. Donc, le Canada, c'est un pays occidental, mais on a des communautés autochtones qui étaient là bien avant les Européens, les Occidentaux, et qui actuellement travaillent avec ce modèle pour pouvoir intervenir, agir et soutenir l'exercice du rôle de parent dans leur communauté. J'ai une dernière question, Karl. Je sais qu'au Québec, vous utilisez une expression, notamment dans la Fédération des maisons des familles au Québec, que vous avez déployée, enrichie, travaillée, etc., qui est l'enrichissement de l'expérience parentale. Et d'un seul coup, là, en entendant depuis le début de cette conversation, je me dis, mais comment se fait-il qu'ils n'ont pas nommé, par exemple, l'enrichissement de l'exercice parental, l'enrichissement de la pratique parentale? Pourquoi l'enrichissement de l'expérience parentale? Est-ce que cette expérience, elle est différente de la troisième dimension que tu as nommée tout à l'heure, ou est-ce que c'est vraiment de ça dont les maisons des familles s'occupent, plus particulièrement? En fait, les trois composantes de la parentalité que j'ai décrites plus tôt, on peut les considérer comme étant des portes d'entrée dans l'exercice, dans l'univers de la parentalité. Et il faut aussi, si on prend un pas de recul, se rendre compte que les mandats de différentes organisations de services vont utiliser certaines portes d'entrée plutôt que d'autres. Comme par exemple, il y a tout ce qui est de l'ordre de la protection de l'enfance.
ils vont entrer du côté de la responsabilité parentale. Et c'est leur porte d'entrée privilégiée. Et puis, à partir de cette porte d'entrée, ils vont circuler à l'intérieur de l'univers de la parentalité et très, très rapidement, ils vont s'intéresser à la pratique parentale. Qu'est-ce que les parents font ou ne font pas ou devraient cesser de faire. Bon, ces choses-là. Et très peu dans le système de la protection de l'enfance, très peu d'intervenants vont porter attention à l'expérience parentale, à l'expérience de ses parents. Et donc, d'autres organisations de services, la prévention psychologique et sociale, vont rentrer, par exemple, par la porte de la pratique et vont aussi aller explorer les autres dimensions. Au Québec, les maisons des familles se sont rendues compte, il y a quand même plusieurs décennies, que tout ce qui touche l'expérience parentale était à peu près jamais utilisé comme porte d'entrée dans l'établissement de la relation avec des parents. C'était toujours à travers le développement d'habileté parentale, le développement de compétences parentales, où on rentre par la porte de la pratique parentale ou de la porte de la responsabilité parentale, et qu'il n'y avait pas d'organisation de service qui avait comme mission ou comme mandat d'accueillir les parents dans ce qu'ils avaient comme expérience de leur rôle. Ces autres organisations y arrivaient, mais de façon un peu accessoire. Et les maisons des familles au Québec, en fait, ont été créées, ont essaimé sur la base de l'engagement des parents eux-mêmes qui ont créé ces organismes sur le terrain et qui, c'est pas surprenant que le fait de choisir l'expérience parentale comme porte d'entrée à l'intérieur de l'univers de la parentalité ait été identifié comme étant l'élément important qui les distingue des autres organisations de services, parce que c'est ce qui était présent pour eux. Pour un parent, c'est son expérience qui est en premier lieu présent et sa pratique et sa responsabilité, c'est des choses qui sont un peu plus lointaines. Donc, les maisons des familles se sont construites sur cette base sociale parce que ce sont des parents qui ont mis en place ces organismes-là et parce qu'il y avait peu d'organisations qui occupaient ce champ particulier à l'intérieur de l'écosystème de services auprès des enfants et des familles au Québec. Par conséquent, enrichir l'expérience parentale, ça ne veut pas dire mettre de côté les dimensions de la pratique et de la responsabilité parentale. Ça veut dire cependant d'aborder ces deux dimensions à travers la perspective que les parents peuvent avoir. Et là, évidemment, ce choix, parce que c'est un choix, a imprimé une façon particulière de travailler avec les parents, de soutenir la parentalité et l'idée de renforcer l'expérience parentale est devenue aussi une façon de se distinguer de nous ne faisons pas en premier lieu du développement d'habileté ou de compétences parentales. Nous, ce que nous faisons, c'est de renforcer l'expérience que les parents vivent. Et à l'intérieur de cette expérience-là, il y a quelque chose qui touche les habiletés, les pratiques, il y a quelque chose qui touche les responsabilités parentales. Et c'est à travers cette porte d'entrée qu'on va pouvoir explorer aussi ces autres dimensions de la parentalité. D'où les groupes de parole de parents, tout ce qui permet la mise en récit, la mise en mots, la conscientisation. Exact. Donc, de ce côté, je pourrais identifier trois éléments là, du renforcement de l'expérience parentale, des actions des maisons des familles dans
ce renforcement de l'expérience parentale, le premier élément, c'est accueillir. Hein? Accueillir des parents, accueillir une mère, accueillir un père, de lui, vous savez, dans les maisons des familles au Québec, on peut facilement dire que les lieux forment les liens. Donc, l'environnement physique à l'intérieur duquel on accueille un parent est quelque chose qui revêt une importance vraiment très, très radicale dans l'accueil des parents. Et on parle de milieu de vie ici dans les maisons des familles, comment on offre aux parents une expérience où, dans ce lieu en particulier, ils vont avoir l'impression de venir vivre une partie de leur vie de parents. Ils vont avoir l'impression de s'approprier ce lieu et de faire en sorte que ce lieu leur appartienne d'une certaine façon. Donc ça fait partie de l'accueil, premier élément. L'autre élément, tu viens d'y faire référence, c'est l'entre-parents. Et l'entre-parents, c'est en premier lieu de l'entraide, mais c'est aussi en second lieu la façon de consolider, d'approfondir une intelligence de parents. Donc, une connaissance, il y a des savoirs sur l'exercice du rôle de parent qui ne dépend pas uniquement des savoirs professionnels, des savoirs spécialisés. Il y a une intelligence de mère, une intelligence de père qui est importante à soutenir. Et puis, troisième élément dans l'entre-parent, c'est le fait que, en tant que parent, on peut agir collectivement sur le monde dans lequel nous vivons. Donc, on n'est pas isolés les uns des autres. Donc, oui, on peut s'entraider, mais aussi on peut ensemble faire changer un certain nombre de choses qui concernent le monde qui nous entoure, le monde à l'intérieur duquel nos familles évoluent. Et donc, ça, c'est l'autre élément aussi de l'enrichissement de l'expérience parentale. Cette capacité d'action collective des parents. Et le dernier élément, c'est dans la relation entre les professionnels et les parents eux-mêmes qui est caractérisée par trois choses, accompagner, soutenir et intervenir. Je pourrais donner des détails à ce sujet-là, mais le renforcement de l'expérience parentale repose sur l'accueil, l'entre-parent et accompagner, soutenir et intervenir. Merci. Églantine, je crois que tu avais une question à poser et on pourrait conclure avec cette dernière question. Oui, j'avais une question par rapport à la parentalité, où on a dit qu'en fait, finalement, la parentalité n'était pas universelle, il y avait peut-être plusieurs parentalités. Et donc, quand on accompagne les parents et qu'on aimerait les soutenir, et on doit passer un certain temps à observer, intervenir et soutenir ces différents parents, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on les mène vraiment vers des chemins qui sont plus adaptés pour eux et pour leurs enfants, si en fait, il y a une pluralité d'actions? Comment est-ce qu'on peut être certain qu'on améliore la situation au lieu de l'empirer? C'est à travers le dialogue qu'on va réussir à faire, à développer ce genre de sensibilité. Si on a juste l'observation, on est un peu comme à l'intérieur d'un sous-marin avec un télescope, puis on observe des choses. C'est le dialogue qui va permettre aux professionnels de pouvoir se rendre compte des effets de son observation sur la famille, mais qui va pouvoir aussi être en train de demander à la famille, OK, apprends-moi des choses à propos du contexte dans lequel vous vivez. Apprenez-moi des choses à propos de ce à quoi vous accordez de l'importance dans votre vie. Dans le travail avec les premiers peuples au Canada, il y a l'expression sécurisation culturelle
qui traduit cette sensibilité des professionnels à l'égard de ce qui se passe dans les communautés autochtones, dans ce que ces communautés cherchent à faire pour elles-mêmes et pour leurs enfants, et identifie aussi les obstacles qu'ils rencontrent dans le fait de mettre en forme, de faire arriver cette vision de ce qu'ils peuvent être à l'intérieur de leur culture. Sans dialogue, on devient presque aveugle à plein d'angles morts que nécessairement on traîne avec nous en tant que professionnels, et on peut risquer aussi de devenir très autocratique, très paternaliste aussi dans la façon d'agir avec les familles. Moi, je sais, vous ne savez pas. Et c'est le dialogue qui permet d'être un antidote à ce genre de piège. Bien, et ben dis donc, c'est voilà, un beau parcours sur ces dimensions de la parentalité, ce mot qu'on utilise, mais qui, on le sent bien, révèle bien des perspectives pour agir, intervenir, accompagner auprès des parents. Nous allons pouvoir transmettre cette interview à l'ensemble des partenaires et qui ne manqueront pas de poser des questions dans un second temps qu'on prévoit dans les semaines à venir. Oui, mais Merci. il faut le prendre, c'est ça, il faut le prendre comme étant, en anglais on dit food for thought, donc de la nourriture pour alimenter la réflexion. Exact. Merci Karl, et à très bientôt. Je vous en prie.